Non, je ne bougerai pas, je garde le micro, je peux parler d'ici. Alors, je vous ai parlé des spécimens qui ont disparu. Je n'ai pas projeté d'Homo d'Australopithèque, ni de crâne d'Australopithèque, ni de crâne d'Homo erectus. L'Homo erectus, c'est l'ancien pithécanthrope. Ici, vous avez deux crânes fossiles, des hommes qu'on appelait dans le temps Homo faber ou hommes de Néandertal. Oui. C'est ça. Celui-ci est européen, c'est l'homme de la chapelle aux 5. C'est le premier découvert, l'homme de Néandertal. Et celui-là est africain. C'est l'homme de Broken Hill. On l'a trouvé dans le pays qu'on appelait avant la Rhodésie du Nord, et c'est la Zambie actuelle. On pensait à l'époque que cet homme est plus récent que celui-là, parce que tout ce qu'on trouvait en Europe était ipso facto considéré comme plus ancien que tout ce qu'on trouvait en Afrique, même quand les deux crânes se ressemblaient, n'est-ce pas, à s'y méprendre. Mais depuis l'avènement des méthodes de chronologie absolue, et ce sont ces méthodes-là qui ont permis de placer le berceau de l'humanité en Afrique, il ne faut pas l'oublier. Sans les méthodes radiométriques de datation, on n'aurait jamais pu affirmer que l'Afrique fut le berceau de l'humanité. Ce sont ces méthodes qui ont apporté leur verdict, en particulier la méthode du potassium-argon, qui ont donc permis d'établir que les faits archéologiques africains sont plus anciens que ceux de tout le reste du monde. Et non, je n'ai pas fini, un seul mot. Alors, donc, ce crâne, j'avais tendance, moi je pensais, je faisais partie de ceux qui pensaient, que l'homme de Néandertal, au moins, est une spécialisation, si vous voulez, de l'Homo erectus en Europe, dans les conditions de la glaciation, et je n'étais pas loin de croire que l'homme de Néandertal est spécifiquement européen et qu'il s'est éteint sans laisser de descendance. Mais le fait qu'on ait trouvé finalement que ce spécimen africain, qui est le correspondant, soit plus ancien, oblige à remettre tout en question. C'est cela, c'est que l'effet chronologique donne toujours des résultats qui montrent que les fossiles africains sont les plus anciens. Voyez, parce que nous aurions pu dire que celui-là est le plus ancien et que c'est un spécimen typiquement européen par la spécialisation de l'Homo erectus en Europe. Mais alors, à ce moment-là, les Néandertaliens européens devraient être plus anciens que les autres Néandertaliens du reste du monde. Et en particulier, plus anciens que les Néandertaliens africains. Eh bien non, le Néandertalien africain que vous avez là a été daté par la racinisation et il est plus ancien que celui-là. Il date de 110 000 ans et celui-ci remonte, dans le meilleur des cas, à moins 80 000 ans. Par conséquent, on est obligé de reconnaître que tous les fossiles, n'est-ce pas, humains, sont originaires d'Afrique, que tous ces hommes, tous ces spécimens sont nés en Afrique. Retenez aussi que ces deux spécimens, on les plantés, voyez, au niveau du crâne. Ils n'ont pas de front, voyez. Ils n'ont pas de front comme vous et moi. Les yeux sont plantés ici. Par conséquent, ils n'ont pas de cerveau antérieur. Et c'est extrêmement important dans le domaine de l'évolution. Et de ce seul fait, puisqu'ils n'ont pas la même structure du cerveau antérieur, le lobe antérieur du cerveau leur fait défaut, et ce lobe, c'est le lobe de l'imaginaire, c'est le lobe qui permet à l'homme de créer des choses qui n'existent pas, si vous voulez, et donc ceci a suffi pour que ces hommes n'aient jamais réussi à franchir le seuil de la sublimation de la nature dans la création de l'œuvre d'art. L'homme de Néandertal n'a jamais nulle part créé de l'art. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on aurait pu, ici ou là, trouver un embryon d'art. L'homme de Néandertal est responsable d'une outil extrêmement raffiné. C'est l'industrie moustérienne. Il est le responsable de cette industrie. Et même la phase finale de cette industrie se confond avec l'industrie du point de vue même de la finition.
se confond avec l'industrie aurignacienne, un certain faciès de l'industrie aurignacienne. Mais, donc, des performances techniques extraordinaires, mais il n'a jamais réussi à sublimer la nature et à créer de l'art. C'est l'Homo sapiens sapiens, celui qui aura un front et un lobe antérieur du cerveau. C'est celui-là, qu'il soit noir, blanc ou jaune, qui va sublimer la nature, qui crée de l'art, et c'est lui qui est responsable, par exemple, des peintures dans les grottes de la région de Lascaux. Alors, passez au suivant. Alors ici, je voulais vous montrer. Voilà le premier négroïde qui est entré en Europe. Voici la première population européenne. C'est l'homme de Grimaldi qu'on a trouvé dans la grotte, justement, de Grimaldi à Menton. Vous le trouvez au musée de Monaco, si vous allez à Monaco. Vous voyez son prognatisme, vous voyez, il est hyper dolichocéphale. Et il aura vécu, il était le seul à occuper l'univers il y a 40 000 ans. Il n'y a pas encore, dans l'état actuel de la recherche préhistorique, l'apparition d'autres races d'Homo sapiens sapiens. Il n'y avait que de négroïdes sur toute la planète. Et cet homme, donc, va rester en Europe dans les conditions très dures de la glaciation, comme je vous l'ai dit. Et c'est au bout de 20 000 ans que, par adaptation et par mutation, il donnera naissance au type proprement Cro-Magnon. Est-ce que tout le monde voit? Il faut pousser le sac. Vous voyez, donc, la morphologie du Cro-Magnon, l'orthognatisme, vous voyez, le prognatisme disparaît. Et vous avez la véritable morphologie de l'eucoderme qui n'apparaît que 20 000 ans après l'introduction du grimaldien et de son industrie aurignacienne en Europe. Et celui-ci, c'est l'homme de Cro-Magnon. Il est le responsable d'une industrie qu'on appelle l'industrie solitarienne, en forme de lames très belles, qui sont comme des lames de laurier, des feuilles de laurier extrêmement belles. Mais l'idéologie tend à substituer maintenant cet homme à celui-là. C'est ce que je vous dis, tous les spécialistes le savent. Mais lorsqu'ils vous enseignent la préhistoire, ou lorsqu'ils écrivent la préhistoire pour des non prévenus, ils parlent de l'homme de Cro-Magnon et ils sortent l'homme de Grimaldi. On n'en parle pas ou on l'assimile à un Cro-Magnon. Voilà une façon de remonter le courant de l'histoire qui n'a aucun intérêt scientifique. Je vous dis, ne perdez pas le sens de cet exposé. C'est tout simplement de suivre, le seul intérêt, c'est de suivre l'évolution telle qu'elle s'est réalisée vraiment. C'est tout, c'est le seul intérêt. Et de voir comment la civilisation actuelle est née et les différentes mutations qu'elle a connues. C'est le seul intérêt. Alors, ceux qui, donc, sciemment, et prenez la plupart des ouvrages, vous verrez toujours, on parlera du type de Cro-Magnon, des Cro-Magnoïdes, et on parle de moins en moins du Grimaldi, et c'est le Grimaldi qui est là, qui a donné naissance au Cro-Magnon. À telle enseigne qu'à Paris, il y a 5 ou 6 ans, le professeur Plunieras, justement, avait organisé une table ronde aux entretiens de Bichat, qui ont lieu, je crois, tous les mois d'octobre, chaque année, pour étudier en laboratoire le processus de dépigmentation, justement, du négroïde pour donner naissance au leucoderme. Donc, c'est vous dire que ces idées maintenant, tout le monde commence à les accepter comme des faits. Alors, ici, j'ai reproduit presque sous le même angle un bambara. Ça, c'est un crâne malien. Il est malien parce que c'est un crâne dont nous avons disposé à l'IFAN dans la collection. Le premier crâne sur lequel je suis tombé, ça aurait pu être un crâne de Sénégalais ou de Voltaïque ou de n'importe. Donc, c'est un crâne qui donc, appartient à la collection de l'IFAN, crâne de morphologie physique. Et vous voyez, c'est le même prognatisme que vous avez là et là. Vous ne pouvez pas distinguer cet homme. Ce négroïde de la préhistoire, du paléolithique supérieur, vous ne pouvez pas le distinguer, ou presque pas, de ces nègres d'aujourd'hui. Oui. Donc, vous voyez aussi donc qu'à cette époque-là, il n'y avait que des dolichocéphales. Les races brachycéphales n'existent pas encore, et la brachycéphalie n'apparaîtra qu'au Mésolithique. En fait, c'est la mésocéphalie qui va apparaître au Mésolithique vers moins 10 000. Et ensuite, dès que nous entrons dans le Néolithique avec
le brassage des races humaines à l'échelle de la planète, compte tenu des navigations, toutes les régions de la Terre communiquaient absolument, il ne faut pas l'oublier. Vous ne pouvez pas imaginer la densité des navigations du néolithique. Et à partir de ce moment-là, donc, les constantes, les indices morphologiques changent et la mésocéphalie apparaît, la brachycéphalie aussi apparaît et les races brachycéphales sont beaucoup plus récentes. Passons au suivant. Voilà donc aussi la sculpture toujours des négroïdes qui étaient en Europe à cette époque-là. C'est l'époque orignatienne, vous voyez le nez, vous voyez le front et vous voyez aussi le prognatisme. C'est typique, c'est une tête que l'on trouve à Saint-Germain, au musée de préhistoire de Saint-Germain-en-Laye. C'est un négroïde typique qui appartient à cette époque-là. J'aurais pu vous projeter des statuettes beaucoup plus typiques encore de femmes, mais ça nous aurait mené très loin. En tout cas, toute la population européenne était une population négroïde et je vous en projette comme ça quelques spécimens pour vous montrer que ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça, c'est au suivant. Alors là, vous voyez la représentation, ça c'est le sorcier dansant de la Corrèze, dans le midi de la France, et ça c'est le sorcier dansant que vous trouvez en Afrique du Sud. Et nous savons maintenant que les peintures africaines sont beaucoup plus anciennes que les peintures européennes, les peintures sur grotte, dans les grottes, et les peintures sur roche, l'époque la plus ancienne en Afrique. En Namibie, dans la grotte Apollo, on a des peintures qui sont datées entre 32 000 ans et 28 000 ans. Et en Tanzanie, on a des peintures qui sont datées de 35 000 ans. Tandis que les grottes de Lascaux remontent justement à l'âge du Magdalénien, c'est-à-dire à moins 15 000 ans. Par conséquent, l'effet artistique africain peut très bien expliquer l'effet européen maintenant. Le décalage chronologique le permet largement. Et vous me direz le problème du déplacement. On a calculé que si chaque génération se déplaçait seulement de 50 km, au bout de 10 000 ans, elle serait en Chine. Donc, ce n'était pas de grandes migrations qu'on entreprenait, c'était des petits déplacements à la semaine comme ça. Et au bout de 10 000 ans, l'humanité fait le tour des continents. Ça, c'est au suivant. Et ça, c'était déjà des danses masquées, ce sont des hommes masqués, que vous voyez. Alors là aussi, c'est l'art du paléolithique supérieur. Vous voyez ici, n'est-ce pas, la tête d'un bovidé. Donc, vous avez là aussi, parce qu'on ne voulait pas reconnaître que l'Afrique est un paléolithique supérieur. Ça, c'est une peinture qu'avait relevé Léon Frobenius en Afrique du Sud. Passez au... Alors voilà la limite des régions habitables de l'Europe à l'époque. Vous voyez, toute la Scandinavie était sous les glaces. Il n'y avait pas de traces d'hommes jusqu'à moins 10 000. N'était pas habitable. Une bonne partie de l'Angleterre n'était pas habitable. Tout le nord, toute la Sibérie était inhabitable. Et donc les hommes étaient ici, là. Vous voyez, c'était là, Monaco, hein? Menton, ils sont là, c'est là qu'on les a trouvés. Une fois entrés en Europe, alors vous me direz, comment les hommes ont-ils pu naviguer il y a moins 48 000 ans? On savait qu'avec des radeaux et des moyens de fortune, on pouvait traverser ici. Parce que la plupart des eaux étaient retenues précisément par les glaces, puisque la terre était très froide. Par conséquent, les océans s'étaient rétrécis. Et c'est ainsi que le détroit de Bering est devenu guéable. Le détroit de Bering, donc l'eau s'était retirée. Et on pouvait passer de l'extrême Asie en Amérique, en Alaska. Et c'est comme ça que les hommes ont traversé vers moins 15 000 pour aller peupler l'Amérique. De la même façon, les Africains ont pu traverser ici, le négroïde, pour venir en Espagne. Et c'est ici que vous trouvez les peintures, justement, dans les grottes et dans le milieu de la France. C'est là que vous les trouvez. Ensuite, ils sont partis jusqu'au bord de la mer Noire, n'est-ce pas? Et ils ont continué jusqu'en Asie. Donc ça, c'est la limite, le front des moraines glaciaires qui montre que cette seule partie de l'Europe était habitable à l'époque. Ça, c'est alors ici, vous voyez, l'Europe idéologique avait inventé un homme fossile, un faux. Cet homme est un faux.
qui a été créé de toutes pièces par un savant talentueux, un géologue, qui s'appelle Dawson. Et vous voyez bien, il a un front haut. Vous voyez, donc un front comme nous tous ici, blanc, noir ou jaune. Et il a une mâchoire simiesque de singe, avec des canines de singe. Et ce spécimen avait été fabriqué et enterré justement dans les bouts du Sussex en Angleterre. Et on a téléguidé sa découverte. Et les savants se sont appuyés sur ce faux fossile pour développer la théorie des présapiens pendant 50 ans. Et les savants de l'étoffe, je ne sais pas si je dois les citer, en tout cas je les ai cités dans Civilisation Barbarie, des savants de bonne foi se sont appuyés sur ces travaux, enfin sur ce fossile fabriqué de toutes pièces, sur cette supercellule, pour développer l'apparition, la théorie de l'apparition précoce d'un Homo sapiens en Europe et par conséquent pour appuyer la théorie du polycentrisme. Vous voyez donc la philosophie raciale qui sous-tend la théorie du polycentrisme. En fait, les savants, dès qu'ils ont commencé à découvrir que l'humanité était une et qu'elle est de souche nègre, ils ont voulu à tout prix éliminer cette souche pour trouver une autre origine relativement différente, de manière à pouvoir rétablir la hiérarchisation raciale. Et ça a poussé à commettre des crimes comme ça contre la science. On a dit que Dawson, que c'était pour se venger, que c'était pour ridiculiser un colloque, etc. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'à ce moment-là, une fois que le résultat est atteint, on révèle la supercherie, et puis c'est tout. On ne laisse pas l'humanité et la communauté scientifique s'induire en erreur pendant un demi-siècle. Hein? On ne laisse pas une chose comme ça, parce que jusqu'à leur mort, ils n'ont rien dit, celui qui a fait l'invention. Donc, ce n'est pas exact, parce que c'est seulement en 1954 qu'un savant anglais travaillant au British Museum, qui s'appelle Oakley, un savant de bonne foi, a analysé la quantité de fluor contenue dans la partie supérieure du crâne et la quantité de fluor contenue dans la mâchoire, en partant de l'hypothèse que si les deux parties appartiennent au même individu, le taux accumulé de fluor dans les deux parties sera le même. Mais si on est en face d'une supercherie, sûrement le taux d'accumulation sera différent. Et effectivement, Oakley a trouvé un taux différent. Et c'est comme ça qu'on a su que ça a été une supercherie. Et de là, alors, on a poussé l'analyse et on a vu que l'inventeur avait utilisé un sel de chrome. Donc, on a analysé le crâne aux rayons X et on a pu mettre en évidence les atomes de chrome qui ont été utilisés pour induire, justement, pour donner une patine et donc une apparence d'ancienneté au fossile et tout. Analyse aux rayons X. Et maintenant, la génétique des fossiles, qui est une science tout à fait nouvelle, qui a permis de préciser même l'origine africaine de l'humanité, a permis de savoir que cette mâchoire était une mâchoire d'orang-outan. Parce qu'on sait que la génétique des fossiles a permis en particulier de préciser que c'est le chimpanzé qui est vraiment à l'origine si vous voulez, de la branche humaine, si vous voulez, qui est plus proche de l'homme que les autres singes comme l'orang-outan et le gorille. Et des chimpanzés et des gorilles, on n'en trouve qu'en Afrique. Ceci est une précision supplémentaire quant à l'origine africaine de l'humanité. Passez au suivant. Oui. Alors là, nous entrons donc dans la période historique. Voilà les Égyptiens tels qu'ils se sont vus et représentés. Vous voyez, l'Égyptien parfait, par excellence, c'est comme ça qu'il s'est désigné. Le voilà. Et les Indo-Européens sont symbolisés par celui-ci. Les autres noirs du continent sont représentés ici. Et essayez de perfectionner la mise au point. Focalisez un peu. Non? C'est le maximum. Alors là aussi, vous voyez les sémites également sur les rochers du Sinaï. Vous n'avez pas un seul pharaon avec un profil sémite. Les Égyptiens étaient des noirs tout court. Ce n'étaient pas des sémites, ce n'étaient pas des Indo-Européens. Vous avez vu tous les profils que je vous ai montrés.
Voilà le profil sémite. Vous n'avez pas un seul pharaon avec ce profil. Et toujours représenté, toujours avec une privation de la liberté. Ceci n'est pas important quand il s'agit de l'ensemble des Africains maintenant, mais c'est tout juste quand même pour caractériser une période et situer l'histoire dans son vrai cadre, c'est tout. Une fois dit, c'est presque oublié. Mais parce qu'aujourd'hui, il faudra développer le monde sur d'autres bases, mais chacun de nous doit être en pleine possession de son patrimoine culturel et ancestral. Et c'est seulement à partir de cette plénitude culturelle que nous pourrons sincèrement collaborer en dehors de toute aliénation. Passez au suivant. Alors là, vous voyez, on vous montre toujours, par exemple, cette scène, c'est les Hébreux qui viennent en Égypte. Souvent, on trouve voilà, les Égyptiens qui sont en train de recenser les tribus apportées par les Hébreux. Mais dans les manuels, n'est-ce pas, souvent, on coupe la scène ici. Ceci disparaît et ça s'arrête là. On ne vous montre pas les officiers, si vous voulez, les fonctionnaires égyptiens qui sont en train de recenser les impôts apportés par la race dominée en Égypte. Et vous voyez la différence ethnique, il n'y a pas de confusion possible. Ces deux-là, ce sont des Égyptiens qui sont en train de comptabiliser ce qu'apportent les Hébreux. Passez au suivant. Donc, ce ne sont pas non plus ceux-là qui ont créé la civilisation égyptienne. Au contraire, vous connaissez les rapports historiques entre Sem et Kham, surtout à cette époque-là, qui étaient des rapports très pénibles, mais de domination du monde noir, c'est ça. C'est le monde noir à l'époque qui dominait les autres. Et la littérature biblique de l'Ancien Testament est justement une littérature messianique à juste titre. Vous vivrez dans un pays qui ne sera point le vôtre et vous y serez persécutés, etc. Alors ça, ce sont les Crétois qui apportent aussi leur tribut à l'Égypte, à Rermiré, le premier vizir de toutes nos histoires du 8e dynastie. Assez rapidement. Donc, vous voyez, c'est tout le monde méditerranéen qui était dominé par l'impérialisme égyptien sous la 18e dynastie. Là, jusqu'au XIe siècle, l'iconographie byzantine, 11e siècle après Jésus-Christ, regardez dans l'iconographie byzantine comment, à Byzance, on représentait précisément le pharaon, ici, sous une tente noire. Il représentait Abraham et Sarai, qui sont venus la fameuse scène biblique. Et Abraham qui se présente ici devant le pharaon, et il représentait également, vous voyez la scène, c'est la même scène au-dessus aussi, c'est toujours le pharaon, et Abraham est là avec son auréole de sainteté. Mais il était là sous les traits d'un berger, tout simplement, les apparences d'un berger, et c'était la domination technique du monde noir à cette époque-là. Passez au suivant. Alors là, donc, voilà pour la parenté ethnique. Pour la parenté linguistique, ici, j'ai pris un verbe dans une langue africaine que j'ai conjugué au présent et au passé. Vous avez le même morphème, les mêmes pronoms suffixaux. Vous avez le même morphème du passé, en égyptien ancien, en copte, et dans une langue africaine, sur l'océan Atlantique, comme le Wolof. On aurait pu le faire en Haoussa, on aurait pu le faire dans avec presque une bonne partie des langues tchadiennes. Vous voyez, cette parenté morphologique, c'est une parenté qui ne peut pas être accidentelle. Le verbe peut, qui veut dire saisir sa proie, est le même en égyptien, en copte et en Wolof aujourd'hui. Et ce même verbe, vous l'avez au présent, à la troisième personne du singulier, vous avez ces deux pronoms que vous retrouvez en copte et que vous retrouvez aussi dans une langue comme le Wolof. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous avez le morphème du passé, quand vous conjuguez le même verbe au passé, vous ajoutez M, n'est-ce pas? Et là aussi, vous ajoutez M. Et vous avez donc le même temps. Vous ne pouvez pas faire ceci ni avec une langue sémitique, ni avec une langue indo-européenne. Et avec les langues africaines sont diversement apparentées morphologiquement à l'égyptien ancien. Passez au suivant. Et c'est ce qui justifie justement, si vous voulez étudier ça en détail, vous l'avez dans les parentés génétiques de l'égyptien ancien et des langues négro-africaines. Ici, vous avez également l'influence religieuse de l'Égypte. C'est Osiris, le premier dieu qui trône pour juger les morts. Et il pèse les actions des morts. Et sur la balance, c'est le dieu Mars.
ici, on pèse le cœur, les intentions, les actions. Et si le bien l'emporte sur le mal, eh bien, on est justifié devant Dieu, devant Osiris. Vous savez que cette scène nous rappelle bien des versets même, soit de la Bible, soit du Coran. Et vous voyez en quoi la pensée religieuse africaine a préparé la voie aux religions révélées. Et ces rapports historiques les mettre en évidence, c'est une forme de contribution justement à la fraternisation universelle. Ce n'est pas du tout interdit de le faire, au contraire, puisque c'était fait d'histoire. Ceci n'enlève en rien, n'est-ce pas, ne diminue en rien le caractère révélé aussi de ces religions, puisqu'aussi bien nous acceptons que le judaïsme, le christianisme et l'islam ont des liens, mais la pensée antérieure aussi a préparé la voie à ces trois religions. Et là, c'est le Dieu mat, le Dieu de la justice, qui veut qu'il ne manque pas un seul brin. La balance, c'est précisément cela. Ils sont en train de peser, et tantôt c'est le Dieu mat qu'on met sur la balance, qui est le Dieu de la justice, et le mot signifie équilibré dans une langue comme la mienne, ou tantôt c'est la plume, donc, qui sert à écrire la vérité, et qui symbolise donc la vérité. C'est la plume que l'on met sur une des balances, et sur l'autre, le cœur du défunt. Voyez. Donc cet esprit de justice et de charité, qui est typiquement africaine, et qui était déjà la partie constituante, n'est-ce pas, de l'idéologie religieuse égyptienne, de la religion d'Osiris, a préparé la voie aux religions révélées. Passez au suivant. Et ici, vous voyez que l'Égyptien avait effectivement inventé la notion de paradis. Vous avez pour la première fois représenté dans l'iconographie religieuse le paradis et le sirat al-mustaqim, c'est-à-dire dans le Coran, ce que nous considérons comme l'accès au paradis. Vous avez donc un serpent hideux qui forme un pont au-dessus de l'enfer. L'enfer est représenté, voilà l'enfer avec ses flammes. Et le mort, il est là, il n'est soutenu que par ses actions. Et si le bien l'emporte sur le mal, il pourra affronter ce monstre hideux qui constitue un pont branlant au-dessus de l'enfer qui est suspendu dans le vide. Cette ligne est une simple ligne de niveau. Le serpent est suspendu dans le vide au-dessus de l'enfer et le mort doit passer justement. Il doit suivre, vous voyez, toutes les, vous voyez là, c'est des torsadés, donc il doit suivre les plis du corps du monstre, qui sont des descentes vertigineuses et des remontées, et ensuite des descentes vertigineuses jusqu'à la fin. Et ici, la partie solide est coupée. Là aussi, la partie solide, on la retrouve. Et entre les deux, vous avez ce serpent qui forme un pont hideux, et il faut le traverser pour arriver ici. Et quand on arrive là, c'est le paradis. Et ceci, c'est à 78 mètres du sol, dans le tombeau du père de Ramsès II, le tombeau de Séti Ier. La photo est floue parce que j'avais fait braquer tous les projecteurs pour ne pas la louper. Et c'est pour ça qu'elle est floue comme ça. Mais vous pouvez la retrouver si vous allez en Égypte et si vous visitez dans la vallée des rois, le tombeau de Séti Ier, le père de Ramsès II, et nous sommes en 1300 avant Jésus-Christ. Donc 1300 ans avant Jésus-Christ. Et plus de 400 ans avant Moïse, l'Égypte avait déjà inventé la notion de paradis, la notion d'enfer et la notion de récompense dans l'au-delà. Et il faudra attendre le 2e siècle avant le christianisme pour que le judaïsme ait définitivement opté pour l'existence d'une vie dans l'au-delà. Quand Yahvé parle avec Moïse, il ne parle pas de l'au-delà. Il parle du peuple qu'il a choisi. Et ce peuple qui va être vengé sur terre. Tout se passe ici. Et la notion d'une vie de l'au-delà, c'est l'Égypte qui l'a développée et qui l'a transmise aux autres religions. Ça, c'est un apport typiquement africain et africain noir. Passez au suivant. Voilà aussi le fameux arbre qui est au paradis et où l'on écrit les noms pour l'éternité.
Et on y écrit justement les noms des pharaons. Vous voyez, Séti Ier, Toutmoses III, etc. Passez rapidement au suivant. Et vous savez bien que dans notre symbolisme religieux, il habite aussi cet arbre, n'est-ce pas, a une très grande signification. Alors, voilà les instruments musicaux qu'utilisaient les Égyptiens, qui vous donnent une idée aussi de la pratique de cet art à cette époque rapidement. On n'a plus le temps de commenter. Alors, cette balance quand même, qui montre, si vous observez, s'il y a des mécaniciens dans cette salle, des mathématiciens, spécialistes en mécanique, vous devez voir que rien que cette balance, cette image, suppose la connaissance de toute la théorie d'Archimède sur les leviers. Vous voyez, c'est une balance, donc c'est un levier à bras égaux. Et ici, vous avez des curseurs gradués. Et vous voyez, le peseur, il a un fil à plomb dont il vérifie la verticalité. Et il est en train de signaler la pesée en déplaçant ces curseurs qui ont des poids variés. Et alors, en le plaçant vers l'extrémité, il modifie le centre de gravité et il transforme le levier à bras égaux en levier à bras inégal. Vous voyez? Donc, à bras inégaux, et par conséquent, il transforme le levier en bascule. Ceci suppose tout ce que nous pouvons imaginer, ceci suppose la maîtrise de toute la théorie du levier, que l'on a voulu également aussi attribuer, n'est-ce pas, à Archimède, et nous sommes à 1400, c'est-à-dire 1100 ans avant la naissance d'Archimède. Passez encore au suivant. Ici, vous avez le fameux levier à bras inégaux qui était appliqué même dans la technologie égyptienne pour puiser de l'eau. Archimède disait que s'il avait ce point d'appui, il soulèverait la terre. Il voulait parler de l'utilisation du levier à bras inégaux. Plus celui-ci est long, plus celui-ci est court, vous pouvez lever les charges les plus étonnantes. C'est tout, et vous le voyez appliqué ici. Alors, justement, l'autre, c'est même une charge qui bascule tout seul. Passez au suivant. Alors ici, vous avez donc les problèmes du papyrus Rind. Cette figure n'est pas tracée par un moderne, c'est la figure du scribe d'il y a 4000 ans. Et il donne un triangle dont la hauteur est 13 et la base 4, et il demande de calculer la surface. Et il trouve le résultat. Passez au problème de la géométrie élémentaire. Ici, il donne un tronc de cône. Vous voyez ici le tronc de cône, c'est un pilier, précisément. Et on donne également alors la hauteur est égale à 30 et toute la base, donc le sinus est égal à 30, c'est un problème de trigonométrie. Et le cosinus est égal à 15. C'est le double du cosinus que les Égyptiens donnaient. Après, ils divisaient par 2 pour retrouver les conditions du cercle trigonométrique, sauf que le rayon n'était pas égal à l'unité. Et donc, ça revenait à dire, quand j'avance le temps de pente, de combien je me lève. Et donc, il demandait à calculer la pente, c'est-à-dire la tangente, et il donne exactement la formule de la tangente, la cotangente. Tantôt, on te donne le sinus et la tangente. On te donne toujours 2 lignes trigonométriques pour te demander de trouver la troisième. Voici ce problème, cette figure, elle est du scribe, elle n'est pas des modernes. Et vous voyez le tronc de cône qui est donné ici. Passez au suivant. Donc, lorsqu'on vous dit que les Égyptiens, ça c'est justement le papyrus en hiératique, le papyrus de Moscou, c'est le problème numéro 14, celui qui traite précisément du volume d'un tronc de pyramide. On donne la base, le côté du carré du sommet, la hauteur, et on demande de trouver le volume. Et c'est là que le scribe a trouvé la fameuse formule dont je vous ai parlé tout à l'heure. A sur 3 est égal à A2 plus B2 plus le produit de A par B. Eh bien, c'est impossible d'accéder à une formule analytique de ce genre par des voies empiriques. Passez encore au second problème. Ça, c'est justement le problème en hiératique qui est transcrit en hiéroglyphe. Donc, c'est toujours comme ça qu'on fait. Et
qui traite du problème donc de la volume d'une demi-sphère. Ceci est une demi-sphère et on demande aussi sa surface. Et le scribe trouve exactement la valeur requise en fonction des données qui montre donc, comme je vous le disais, supercherie, parce qu'Archimède ne pouvait pas ignorer cette donnée mathématique des Égyptiens. Mais comme l'a dit Diodore, tous les Grecs, une fois rentrés chez eux, s'appropriaient les inventions des Égyptiens. Et ça, c'est la théorie d'une surface courbe, c'est la première formule exacte de la surface de la sphère donnée par le problème numéro 10 du papyrus de Moscou. Passez au suivant. Donc, vous voyez, ce sont des faits scientifiques palpables, ce n'est pas le fruit d'une imagination. Ici, nous avons aussi cette ellipse. Donc, il s'agissait de calculer la surface que les Égyptiens ont trouvée avec une approximation de près de 1/700e. Donc, là aussi, nous voyons effectivement que même les coniques, les Égyptiens les ont abordés, et c'est sur les murs de Luxor. Et c'est la même courbe qui a été reproduite ici pour essayer de retrouver la méthode par laquelle ils avaient calculé la surface de l'ellipse. Par conséquent, même Apollonius de Perse aurait des comptes à rendre. Passez suivant rapidement. Alors ici, c'est la quadrature du cercle. Vous voyez bien, les Égyptiens, c'est le problème numéro 48 du papyrus Rin, qui compare la surface d'un rectangle, la surface d'un carré, pardon, de côté 9 à un cercle, au cercle inscrit, de diamètre 9 également. Donc, c'est le fameux problème de la quadrature du cercle. Nous ne savons pas, nous sommes presque sûrs qu'on ne sait pas si les Égyptiens avaient saisi le caractère transcendant de ce problème. Peut-être pas, mais en tout cas, le problème est là, il est posé, et c'est le problème numéro 48 de Rin. Ici, c'est un rectangle. Le scribe donne la longueur qui est 10, il donne la largeur qui est 2, il demande de trouver la surface également. Ce sont des exercices qu'on donnait, c'est comme si on avait perdu les sciences modernes et on tombait sur un traité de mathématiques de la classe de 3e, un peu, sauf en ce qui concerne le papyrus de Moscou. Encore que dans le papyrus, il y a quand même d'autres éléments qui sont beaucoup plus difficiles, surtout les problèmes d'arithmétique et les problèmes d'algèbre. Passez rapidement. Alors là encore, vous voyez, c'est encore des problèmes de trigonométrie. Alors là, nous avons donc toujours le sinus 350 et puis non 250 et le double du cosinus de 360. Et on demande de trouver la pente. Les Égyptiens avaient besoin justement de calculer les pentes des pyramides et c'est pour ça qu'ils avaient inventé la trigonométrie. Passez rapidement au suivant. Là, c'est le trapèze. Il donne, le scribe vous donne donc la hauteur du trapèze qui est égale à 20, la petite base qui est égale à 3, la grande base qui est égale à 6 et il faut la surface. Passez. Donc, vous voyez toutes les figures élémentaires. Ça, c'est un cercle de diamètre 9. Et on demande de calculer la surface. Ils ont trouvé la surface avec une valeur de pi égale à 3,16, alors que les Mésopotamiens étaient loin de soupçonner qu'ils donnaient la valeur de pi sans partie décimale. Ils donnaient la valeur de pi égale à 3. Ils calculaient les surfaces avec une valeur de pi égale à 3. Cela vous donne aussi une idée de la différence. Ici, les Égyptiens ont déterminé pi pour une valeur de 3,16. Passez au suivant. Une application du fameux problème, du fameux théorème de Thalès, 1400 ans avant la naissance de Thalès. Vous voyez bien les triangles semblables. Voilà donc une application du théorème de Thalès, c'est le problème numéro 53 du papyrus Ring, qui montre que le théorème de Thalès ne l'a pas démontré, puisque nous le trouvons ici avec une application 1400 ans avant sa naissance. Voilà, avec figure à 1/10 du millimètre dans leur mesure.
Continuez. Passez au suivant. Alors voilà pour l'architecture. Regardez ce monument, regardez le plan, et tout obéissait à des proportions mathématiques sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, mais vous voyez bien que l'architecture des autres régions de la Méditerranée ne peut pas tenir la comparaison avec l'architecture égyptienne, et que cette architecture est de plusieurs millénaires antérieure à l'architecture de la Grèce classique du 5e siècle. Allons, passez au suivant. Là encore, c'est le temple de la reine Hatshepsut. Et c'est une audace architecturale. Ce que vous avez là-bas au fond, c'est le rocher. C'est la fin du pays, c'est la fin de l'Égypte. Et c'est le désert libyque vers l'Afrique. Et au-dessous, ils ont pu consolider la roche et construire un temple qui reste jusqu'à nos jours. Et l'architecte qui l'a fait, vous arrivez ici au deuxième étage, dans une niche latérale, que vous ne voyez, vous pouvez voir qu'en vous courbant, il a laissé son portrait, typiquement nègre, avec sa carte d'identité, en donnant son nom et tout, en disant que c'est lui qui a construit justement cet édifice. Parce qu'en général, justement, la civilisation égyptienne, l'esprit de la civilisation égyptienne était relativement collectiviste et on ne signait pas toujours les œuvres, contrairement à la Grèce où l'individualisme faisait que même si on n'était pas l'auteur de l'œuvre, quelquefois on l'a signé. Passez au témoin, c'est mathématicien. Alors le domaine funéraire de Djoser, le pharaon typiquement nègre que je vous ai montré de la 3e dynastie, 2778, je vous ai montré 2 de ses profils. Voici son domaine funéraire à Saqqara. C'est la première pyramide antérieure même aux pyramides de la 4e dynastie. Ce sont les pyramides à degrés et ce sont justement ces tombeaux que nous retrouvons sous forme de tumuli dans les différentes régions de l'Afrique. Là où il n'y a pas de pierre, ça prend une forme conique. Passez au suivant. Et voilà encore ce fameux domaine funéraire de Djoser, toujours ce même pharaon, et passez encore au suivant. Ça, c'est le propylé toujours du domaine funéraire de Djoser, c'est l'autre partie. Nous sommes en 2778, comparez ces colonnes aux colonnes justement grecques du 5e siècle. Donc l'architecture, on peut la mettre l'architecture seulement au 5e siècle avant Jésus-Christ, et tout ce que je vous montre, c'est au bas mot, nous sommes à 2000 à 1200 ans avant Périclès, 1500 ans avant Périclès. Ça c'est au suivant. Qu'est-ce que j'ai dit? 2300 ans avant Périclès. Alors la voûte aussi, l'invention de la voûte, vous savez que c'est une performance technique parce que toutes les portes justement reposent sur les parois et le centre ne supporte rien. Vous connaissez le problème, le principe mathématique de la voûte. Ici, il n'y a pas, les forces, n'est-ce pas, se décomposent suivant les parois latérales et toutes les charges sont portées comme ça latéralement. Et par conséquent, on peut faire des édifices très élevés. Et la voûte, les Égyptiens donc l'avaient maîtrisé déjà. C'est un problème architectural qu'ils ont résolu. Passez. Voilà le bâtiment le plus fameux de la Grèce. La Grèce au 5e siècle. Voici le monument architectural le plus célèbre que la Grèce nous a laissé. Dites s'il tient la comparaison avec ce que je viens de vous montrer. Et regardez toutes ces colonnes, vous les avez vues justement 2300 ans avant l'érection du Parthénon sur l'Acropole. Et en réalité, les Grecs ne sont pas des architectes fameux, ce sont des sculpteurs de génie. Il ne faut pas enlever un peuple, n'est-ce pas, son génie propre. Le génie de la Grèce, c'est vraiment la sculpture. Et ils ont réalisé des œuvres sculpturales extraordinaires. Et ce sont les défilés des Panathénées, les frises des Panathénées autour du bâtiment qui rehaussent sa sobriété précisément. Et même ce qu'on pourrait appeler presque sa pauvreté. Mais ce bâtiment ne soutient pas la comparaison avec l'ensemble de l'architecture égyptienne. Si vous allez à Karnak, le temple, la cathédrale de Notre-Dame entrerait rien que dans la salle hypostyle du temple de Karnak. Vous me direz que les proportions ne signifient, les dimensions ne signifient rien, mais c'est des dimensions associées à des proportions. Continuez, passez rapidement. Alors voilà le fameux domaine funéraire de Djoser, avec
justement le temple, la façade du temple nubien dont je vous ai parlé 3 générations avant Ménès et qui explique l'émergence de l'architecture en pierre de taille sous la 3e dynastie précisément. Et jusque-là, ça restait une énigme. On se demandait comment, brusquement, l'Égypte s'était mise à construire en pierre de taille. C'est parce qu'on avait perdu de vue, on ne savait pas encore qu'il y avait ce passé architectural derrière l'Égypte. Passez rapidement. C'est presque fini. Alors ça, c'est la pyramide de Meidoun en Égypte et le tombeau des Askia. Donc, nous avons ici l'Égypte et l'Afrique noire. Mais ça, vous l'aviez déjà montré. Donc ça, c'est pour montrer la parenté même dans le domaine architectural. C'est le manque d'initiation qui nous empêche de le voir. Mais l'Égypte est présente partout, dans nos institutions, dans tout ce que nous faisons. Dans nos lignes architecturales, l'Égypte est présente. Continuez, passez. Ici, c'est la recherche, justement, d'un peintre. Vous voyez, le canon pictural égyptien, la tête, c'est toujours le 6e du corps. De là à là, c'est toujours 19 lignes. Et la position du coude, la position de chaque partie est réglée justement par le détail des carreaux que vous voyez. Et ça va être plus visible dans l'image qui va suivre. Passez. Alors ici, vous voyez la recherche du peintre. Vous voyez bien que le peintre est en train de faire de la recherche. Il est en train d'encadrer la tête. Et la tête, c'est toujours 3 carreaux. Et l'ensemble du corps, c'est 19. Et vous avez donc la tête, c'est pratiquement le 6e de l'ensemble du corps. Et c'est ça qu'on nous a présenté comme le canon grec classique. Et vous voyez donc que ce canon, c'est encore l'Égypte qui l'a passé à la Grèce. C'est toujours comme ça. Vous voyez donc, voilà, ces peintures sont antérieures de plus de 2000 ans. On les retrouve justement sous la 18e dynastie en 1580 avant Jésus-Christ dans la vallée des rois. À cette époque, la Grèce était, à l'époque, même pas encore à l'époque mycénienne, c'était l'époque crétoise. La civilisation grecque était dans les limbes, on ne pouvait pas parler de canon grec. Donc, vous le voyez donc ici, l'art égyptien obéit par conséquent à des règles rigoureuses qui s'identifient à ce qu'on va appeler par la suite la section d'or, c'est-à-dire donc la divine proportion que les artistes de la Renaissance, comme Léonard de Vinci, n'est-ce pas, et autres, vont redécouvrir et vont utiliser, aussi bien dans la peinture que dans l'architecture, aussi bien dans la construction de cathédrales, aussi ça a survécu, cette section d'or, mais qui était déjà connue et appliquée par les Égyptiens. Passez au suivant. Alors ici, vous avez le canon égyptien que vous retrouvez dans l'art crétois, c'est-à-dire le buste de face, l'œil de face et la tête de profil. C'est le canon pictural égyptien typique. Vous le retrouvez dans l'art crétois. Passez au suivant. Vous le retrouvez aussi dans l'art atlante. Vous savez que ça, c'est un pêcheur de la civilisation qu'on a appelée l'Atlantide et qui est restituée à l'histoire depuis qu'on a daté l'explosion de l'île Santorin. Donc, vous avez l'œil de face, la tête de profil et le buste de face. C'est encore le canon égyptien. Passez au suivant. Je passe rapidement. Alors ça, c'est l'évolution de l'écriture. Hiéroglyphe égyptien, hiéroglyphe crétois, le linéaire A qui est crétois, le linéaire B qui est crétois, le phénicien du XIIIe siècle avant Jésus-Christ et le phénicien du IXe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est la forme suivante de l'alphabet phénicien qui est passé en Grèce. Donc, quand vous dites que l'écriture, vous voyez, est inventée par les autres, vous voyez, tout est parti d'ici, et vous pouvez suivre l'évolution jusque-là. Vous avez encore, et ce même alphabet du phénicien, vous le retrouvez encore sur les rochers du Sinaï, et on sait que c'est un alphabet que les Égyptiens connaissaient également. Par conséquent, vous ne pouvez pas mesurer tout ce qui appartient à l'Afrique, ou tout ce qui est parti de l'Afrique, et à peine transformer, remodeler, et qui nous a été de nouveau resservi. C'est la raison pour laquelle aussi l'Afrique n'a pas à s'interdire une pensée quelconque. L'Afrique peut puiser les éléments de sa civilisation partout où, si besoin, s'en faisait sentir, parce que tout était parti de l'Afrique. Passez rapidement aussi. Vous avez là les instruments de musique, en tout cas au Sénégal, c'est ça que nous avons, qu'on appelle le khalam, et vous le retrouvez dans toutes les airs soudanaises. Vous trouvez aussi la kora également. Ça, c'est pour montrer encore cette identité
de notre univers culturel. Ici, vous avez le bouclier d'Amon, avec les dieux Amon, le bouclier aussi, avec le bélier. C'est au Nigeria que vous les trouvez. Là aussi, vous avez les mêmes symboles. Oui, oui, ça y est, c'est tout. On a fini presque. Voilà, ici, cette image est importante parce qu'elle nous montre la représentation la plus ancienne du tam-tam. Si vous voulez trouver le tam-tam le plus ancien, ce n'est pas ici en Afrique, c'est dans la vallée du Nil, sur les murs de Luxor. Et c'est une procession, l'autre aussi, le suivant également, a un tam-tam. Ils se succèdent. Vous voyez là la forme du tam-tam. Voilà le bras du batteur qui tient, et l'autre bras est là. Et voilà la tête, n'est-ce pas, ici, qui est coupée là par la ligne. Et regardez la jambe, la ligne de la jambe, qui fait ça. Et vous avez une clochette ici au pied. Au pied. Voilà le genou. Voyez? Donc voilà la clochette. Et ceci marque le culte de Hathor. Et ces danses, nous les répétons en Afrique occidentale, tout en ayant perdu le sens. Si vous allez chez les Diola, c'est toujours les danses que nous voyons, n'est-ce pas, pendant les fêtes, avec des clochettes aux pieds, et on en oublie le sens. Et les Africains allaient jusqu'en Égypte pour rendre ce culte à Hathor, même pendant l'occupation étrangère. Et vous avez justement cette procession, c'est sur les murs du temple de Luxor que je les ai relevés. Donc, en vous coupant de ce passé millénaire, vous ne pourrez pas faire œuvre de science historique, nous ne pourrons pas bâtir un corps de science humaine, parce que notre civilisation reste suspendue dans le présent. Alors que, en le réconciliant avec son vrai passé, avec la civilisation égyptienne, nous introduisons légitimement la dimension historique, seule qui permettra de bâtir un corps de sciences humaines, qu'il s'agisse de n'importe quel aspect de l'art, qu'il s'agisse même d'un redéveloppement des sciences, ou qu'il s'agisse de l'architecture, ou de n'importe quel autre aspect de la civilisation. Passez rapidement au suivant. Oui, ça, rapidement, non, c'est continuer, ce n'est pas la peine. Il est de travers. Alors là, c'est la lutte, vous voyez. C'est toujours les mêmes scènes. Ils les ont mis cette fois-ci là en différentes couleurs pour qu'on voit bien les positions et les prises, parce que c'est l'armée égyptienne qui s'entraînait. L'armée égyptienne s'entraînait ici, pratiquait le sport. J'aurais pu vous projeter aussi des tireurs d'arc, j'aurais pu vous projeter aussi des militaires en train de, par exemple, d'apprivoiser des chevaux sauvages également, et aussi de les entraîner à marcher dans le combat sous le son des trompettes, etc., etc. Continuez, passez au suivant. Là, c'est un détail aussi des prises, vous voyez bien, de la lutte. C'est les mêmes formes, les mêmes prises que nous retrouvons en Afrique noire. Passez au suivant. Alors, les appuis uniques pour la coiffure égyptienne et la coiffure africaine, le traitement des cheveux, c'est toujours ce même problème de la femme noire que nous retrouvons également en Égypte. Toutes ces coiffures étaient faites, c'était pour des semaines, on ne les enlevait pas, et donc on a eu besoin d'une sorte de chevet. Passez rapidement au suivant, c'est terminé presque. Alors là, c'est le développement du calendrier Dogon. Je n'ai pas le temps de vous le commenter parce que ce serait trop long. Le calendrier égyptien est fondé sur le lever héliaque de Sirius. Sirius est l'étoile la plus brillante, on la voit. Mais Sirius a un compagnon qu'on ne voit pas, c'est-à-dire une étoile obscure qui n'est pas visible à l'œil nu. Et le calendrier Dogon est fondé justement sur ce compagnon invisible de Sirius, c'est-à-dire sur l'étoile qu'on ne voit pas. Et lorsque les Dogons ont donné cette périodicité, la façon dont le compagnon obscur de Sirius trouble la trajectoire de Sirius, les Dogons l'ont donné, et l'astronomie moderne aussi l'a donné, et voilà le développement linéaire des Dogons, et voilà le développement linéaire de l'astronomie moderne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, cela ne veut pas dire que les Dogons maîtrisent les formules mathématiques, mais cela veut dire que les Dogons ont été initiés à une science qui était hautement développée et que le système de l'initiation a fait qu'ils en ont beaucoup perdu. Mais ce qui en reste montre encore le niveau qui avait dû être atteint. Le seul fait de fonder leur calendrier sur une étoile invisible à l'œil nu donne une idée de ce que pouvait être cette science, n'est-ce pas, à son origine.
Et il y a d'autres faits sur lesquels il serait trop long, par exemple, de s'étendre. Mais ces deux courbes vous donnent une idée aussi de ce que l'Afrique recèle comme vestige de savoir. Passez au suivant. Voilà, c'est le dernier. Donc, ici, parce que vous me direz, bon, si l'Afrique a connu cette brillante civilisation, comment se fait-il que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui? Mais c'est parce que, vous voyez, la régression est un fait historique que l'historien et le sociologue rencontrent, qui ne doit pas les étonner, mais qu'on doit expliquer. La Méditerranée, dans l'Antiquité, vous voyez comment elle était représentée. Au Moyen-Âge, avec la perte des connaissances, la carte du Moyen-Âge, voilà comment on représentait la Méditerranée. C'est extraordinaire. Ça, voilà, au Moyen-Âge, une carte de la Méditerranée. Et sur une carte de Ptolémée, la représentation de la Méditerranée était beaucoup plus exacte. Donc, c'est pour vous dire que la perte de la civilisation est une chose qui arrive. C'est arrivé en Égypte et elle est toujours le fait de la perte de la souveraineté nationale. Lorsque un peuple cesse d'être maître de son système éducationnel, il régresse. L'Égypte, à partir du moment où elle a été occupée par Cambyse, il a suffi de 7 siècles continus d'occupation étrangère. Cambyse en moins 525, Alexandre le Grand en moins 333, et puis ensuite les Romains. Et alors sous Juvénal, au IIe siècle, Juvénal, prenez les satires de Juvénal, où Juvénal décrit les Égyptiens comme un peuple sans industrie, un peuple qui est retombé dans la sauvagerie, un peuple barbare qui pratiquait l'anthropophagie. Et il a suffi tout simplement que ce même peuple égyptien qui n'avait même pas encore émigré, celui-là même qui avait créé la civilisation dans la même vallée, en restant sur place et en ne perdant que son système éducationnel, en restant sous le joug de l'étranger maintenant qui lui empêchait de mener son destin comme il le voulait, cela a suffi pour que sur place il retombât dans la barbarie. Voilà de quelle manière on régresse. Donc, et on pourrait multiplier les exemples. Si vous allez en Grèce, promenez-vous dans les campagnes de la Grèce et voyez les vieilles femmes grecques qui sortent de ces campagnes moyenâgeuses. Qui aurait pu imaginer que c'est cette Grèce qui est à l'origine de la technicité américaine qui envoie des fusées sur la Lune si nous n'avions pas toute la documentation afférente? Allez en Suisse, au cœur de l'Europe, il y a des Blancs qui sont à l'âge ethnographique. Je vous le dis, parce que quand moi-même j'étais étudiant, justement, quand j'écrivais Nation Nègre, j'ai parcouru l'Europe. Il y avait le professeur Pitard, un anthropologue de haute estime, très compétent, qui justement m'avait orienté vers la vallée de l'Öschental, qu'il fallait la visiter. Les Suisses sont très discrets sur cette affaire. Ils ne veulent pas qu'on en parle, mais d'ailleurs ça n'a rien de honteux. C'est le seul fait que ces populations restent isolées par les neiges et dans des vallées encaissées. Alors ça suffit pour qu'il y ait un isolant européen au cœur de l'Europe qui, en vous voyant habillé comme vous et moi, ou en voyant un Européen sorti des villes, fuit. Il fuit l'homme civilisé, absolument. Il fuit le blanc comme il fuit le noir, il fuit quand il voit un homme civilisé. C'est absolument des populations qui sont à l'âge ethnographique comme les populations qui ont vécu dans la forêt, coupées complètement de la civilisation. Au moment où je parle, ça existe au cœur de l'Europe. Voilà donc des phénomènes de régression, et on pourrait en parler jusqu'à demain matin. Alors voilà tout ce que je voulais vous dire. Je regrette le temps que j'ai mis à vous dire tout cela. Nous avons commencé un peu tard, mais vous m'en excuserez.